Une retraite dorée avec des voyages dans le sud, en Europe et dans les montagnes. Il y a une dizaine d'années, ils ont fait un plan, ils l'ont suivi et aujourd'hui, ils vivent la belle vie alors que la plupart d'entre nous sommes au travail. Ils sont dans la quarantaine et ils sont à la retraite. Mais si vous pensiez que Daniel Lavigne et Carole Drouin sont issus de familles ultra riches, détrompez-vous. On n'est pas des experts. On peut certainement raconter comment nous, on y est arrivé, puis aussi de rendre tout ça accessible. Carole, Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la retraite, vous ne travaillez pas. À quoi ressemble une journée typique pour vous? Bien, en commençant, c'est qu'il n'y a pas d'alarme hein, pour se réveiller le matin. Ça donne un autre ton à la journée. En fin de compte, la grande différence, c'est de choisir ce qu'on veut faire. C'est sûr qu'on n'est pas complètement libéré de nos responsabilités parce qu'on a encore du travail qui nous attend, puis surtout plein de projets qu'on a choisis. Alors, nos to-do lists ont bien changé depuis qu'on a fait notre retraite. Alors, on aime faire beaucoup d'activités. Alors, on aime faire du snorkeling, puis du paddleboarding, puis il y a plusieurs activités qu'on met sur la liste qu'on n'avait pas, c'est sûr, quand on travaillait, mais ça a changé de cette façon-là. Mais quand vous commencez votre journée, est-ce que vous avez tout votre temps devant vous ou est-ce que vous planifiez quand même vos journées? Oui, on continue à utiliser la to-do list. Alors, on fait toujours nos planifications. Mais puis ça nous apporte à bien communiquer ensemble pour voir ce qu'un et l'autre on veut faire. Maintenant, je pense que vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ouais. Oui. Le voyage occupe une place importante. Puis, quand on parle aussi de ce qu'on fait à l'ordinateur, on fait partie d'un réseau qui nous permet d'échanger notre maison au Costa Rica, par exemple, avec d'autres gens qui font partie de ce réseau-là à travers le monde. Et ça demande quand même une certaine coordination. C'est agréable à faire. Mais on va se choisir des destinations où on veut aller à travers le monde, puis essayer de coordonner ces échanges-là avec les gens. Oui, un bon exemple de ça, on était en Espagne pour 4 semaines. Alors, on a fait un échange avec 4 différentes maisons. Alors, c'était une expérience super. Et d'autres voyages que vous avez faits? On est allé au Nicaragua, on est allé... En Europe. En Europe. On a fait, l'année passée, on a fait une croisière. C'était notre première croisière au mois d'avril l'année dernière. Alors, c'était dans les îles autour des Caraïbes, les îles françaises. Puis en septembre, on s'en va en Italie. Oui, puis on va faire la Hollande aussi, à l'automne. Oui, c'est une belle vie. Vous avez pris votre retraite à 45 ans à peu près. Il faut dire que vous ne venez pas de famille super riche, là. Vous venez d'un milieu très classe moyenne. Puis c'est ça, hein, quand on parle de ce qu'on fait, puis on est des gens ordinaires, là. Puis c'est surprenant, puis même nous, on se pince, hein, parce que c'est un rêve. On vit un rêve, on réalise un rêve, mais on vit nos passions aussi. Puis on se dit... C'est accessible à tout le monde, ça, mais il faut le prévoir, il faut le planifier. Puis c'est pour ça qu'on aime en parler, c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre-là. Oui, puis on veut que les gens réalisent que ça se fait. Il y en a plusieurs qui pensent que je dois travailler jusqu'à 65 ans, puis c'est pas le cas. Mais est-ce que pour vous, c'était un rêve que vous caressiez depuis longtemps? C'était de prendre votre retraite à un jeune âge? Oui, pas mal. J'ai lu plusieurs livres. Alors oui, c'était quelque chose que je rêvais. Mon père, il a fait sa retraite assez jeune et il m'a inspiré aussi de faire pareil. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Lui, il était dans plusieurs choses, mais à la fin, il y avait le motel. Mais avant ça, il était dans toutes sortes de projets d'investissement. Mais modeste, c'est pas un homme riche, il est très modeste, je dirais. Oui. C'est un homme d'affaires quand même qui a réussi parce que ton père a pris sa retraite à 49. quel âge? C'est très jeune. Mais ma mère était enseignante, alors elle a contribué aussi une femme très intelligente. Alors je donne aussi beaucoup des mêmes valeurs parce que ma mère, elle a un côté très positif. Un bon partenariat entre les deux, hein? Oui.
Et vos carrières, peut-être me parler un peu de ce que vous avez fait dans la vie. Vous n'aviez pas gagné, vous avez pas gagné des salaires faramineux non plus là, pendant que vous avez j'étais responsable en informatique pour le conseil scolaire à Toronto. J'ai fait ça pour environ 10 ans, je dirais. Puis avant ça, je travaillais pour l'hôpital Welland. J'étais en gérant de risque. Alors, c'est ça, c'était des carrières assez bien. J'ai aimé mes expériences. Mais c'était pas des emplois de haut salaire, mais c'était... C'était assez. Assez, oui. Et Carole, vous? J'ai travaillé beaucoup pour la francophonie. C'était vraiment un produit des écoles francophones. Mes premiers emplois, c'était à la FISFO. Puis ensuite, je suis déménagée en Colombie-Britannique. J'ai travaillé à la Fédération des francophones là-bas. Puis le gros dossier, c'était la gestion scolaire. Les parents n'avaient pas encore eu la gestion. Alors, quand le conseil scolaire a été mis sur pied, j'ai travaillé en communication. Alors, on m'a demandé de prendre la direction des communications là-bas. Puis ensuite, je suis revenue au conseil scolaire francophone catholique de Toronto. Et encore là, c'était la mise en place de conseils suite au parachèvement et tout ça. Donc, c'était des emplois vraiment... J'ai été vraiment chanceuse dans ma carrière. J'ai travaillé ensuite au bureau de la ministre Meilleur pendant 2 ans, puis à l'Association des conseils scolaires catholiques de la province. Donc, des beaux défis, mais j'étais rassasiée aussi de ça. Puis je pense qu'il faut savoir décrocher. On se donne beaucoup, je me suis beaucoup investie dans mon travail et j'avais vraiment le goût de faire autre chose. Maintenant, c'est une chose de vouloir prendre sa retraite très tôt. C'est une autre chose de le faire. Alors, comment vous vous êtes pris? Quel était l'objectif? Je veux dire, on a travaillé fort pendant 10 ans. Là. C'était nos emplois qui prenaient, comme tout le monde, beaucoup de temps. Puis aussi, voyager de la maison au travail à Toronto, ça nous mettait 3 heures là, pour faire ce trajet-là. Ce qui est important à réaliser, c'est qu'une fois que tu as un plan, comme nous autres, on voulait s'acheter 3 maisons dans 5 ans. Et quand tu as un plan, des fois, tu réalises tes plans plus vite que tu penses. Parce que nous autres, les 3 maisons qu'on voulait dans 5 ans, on les avait achetées dans 3 ans. Alors, il fallait qu'on modifie notre plan puis dire, OK, on veut 5 maisons dans 5 ans. Alors, c'est ça qui nous a aidés vraiment à évoluer puis à continuer. Oui. C'est étonnant, comme dit Daniel, de voir à quel point, quand on met sur papier un projet, souvent on excède les objectifs qu'on se donne parce que ça devient un focus. Alors, même nous, au début, on se surprenait nous-mêmes parce que les choses allaient plus vite qu'on le voulait, mais on s'entourait aussi de gens. À mesure qu'on avançait, on s'est entouré de gens qui pouvaient nous aider aussi à avancer ces projets-là. Puis ça, c'est une partie importante quand on travaille sur n'importe quel type de projet. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Alors, on ne l'a pas fait seul. Nos familles nous appuyaient aussi. On avait un fils aussi à élever pendant ces années-là, Corey. Et il comprenait ce qu'on faisait. C'est sûr qu'on était très occupés comme parents, mais on essayait de l'impliquer avec nos projets. Il faisait partie de nos plans. Et puis, de le suivre aussi dans ses activités de jeunes. Mais on y est arrivé, puis c'était un temps très, très intense dans notre vie. Daniel, vous êtes un sportif, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? Je fais beaucoup d'haltères, mais on court aussi, on fait du jogging, puis on fait plusieurs activités comme le paddleboard, puis le snorkeling, des affaires de même, mais beaucoup d'haltères. Haltères comme dans la musculation? Oui, dans la musculation, oui. Vous, en fait, vous avez connu un certain succès, n'est-ce pas, en musculation? Oui. Oui? Dans une autre vie? Oui, c'est vrai. En 92, j'avais gagné Monsieur Nord-Amérique. Monsieur Nord-Amérique. Le titre de Monsieur Nord-Amérique. Alors, ça m'a donné une autre expérience aux États-Unis. C'était la première fois qu'un Canadien pouvait participer.
Et j'ai été là pour l'expérience et j'ai gagné. Alors, c'était une très belle expérience. Alors, vous aviez des super gros muscles? J'avais des gros Je ne m'entraîne pas de la même façon, mais oui, dans ce temps-là, j'étais pas mal sérieux dans le sport. Et ça vous a ouvert des portes, n'est-ce pas? Oui, surprenant. Il y a un agent Ford de Arizona, Ford Modeling, Robert Black Agency, qui est venu me trouver pour me donner une licence ou un green card pour aller travailler pour 3 ans aux États-Unis. Alors, c'était une super expérience. Et est-ce que vous êtes plus là aujourd'hui? Non, c'est ça. Alors, comme je dis, c'était une expérience. C'était pas quelque chose que j'avais faire. J'ai fait de la télévision, surtout des annonces, mais j'avais beaucoup de compétition dans ce domaine-là. Puis j'ai appris que c'était vraiment pas pour moi, mais c'était une super belle expérience. Daniel, Carole, allons-y dans les détails maintenant de comment vous avez réussi à prendre votre retraite à l'âge de 45 ans. Vous l'avez mentionné, la clé pour vous, ça a été l'immobilier. Alors, comment? Vous avez acheté une première maison, sans doute. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est ça. On a commencé avec le plan, c'était d'acheter 2 ou 3 maisons en dedans d'un 5 ans. C'était 5 ans à ce temps-là. Et c'était de le faire payer par à louer. So, les gens qui loueraient nos maisons nous aideraient à payer le mortgage. Mais comment vous vous êtes pris? Parce que, bon, je regarde, je dis, bon, ben, j'ai une maison, j'ai une hypothèque, j'ai une bonne job, mais je me sens pas d'attaque pour en acheter une deuxième maison. Alors, comment vous avez fait? Oui, puis c'est une bonne question parce que souvent, les banques, ils ne te regardent pas si tu n'achètes un avec les salaires que tu fais, ils ne vont pas te prêter un autre mortgage. Alors, il faut vraiment planifier. Puis si la maison prend de la valeur puis que le principal a été payé un peu dessus, la banque va dire, OK, tu peux emprunter contre cette maison-là pour avoir un down payment pour acheter la deuxième. Alors, c'était ça notre truc, vraiment, de pouvoir en acheter plusieurs. Dans votre livre, vous parlez beaucoup d'un outil financier que vous avez utilisé, c'est le Smith Maneuver, la manœuvre de Smith, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Comment ça marche? Parce que ça semble être une partie intégrale de votre plan de 10 ans, ça. Oui. Bien, comme vous savez, on ne peut pas taxer quand on paye nos hypothèques principales, on ne peut pas... C'est pas déductible d'impôt, comme aux États-Unis, par exactement. Mais il y a une façon de faire. Si tu peux emprunter l'équité sur ta maison, puis tu réinvestis, parce que quand tu empruntes cette partie-là, tu payes, disons, c'est ta ligne de crédit, 3,5 bien, tu peux réclamer cette partie-là. Alors, ça devient déductible. Si ce n'est pas la maison principale. Même si ça ne l'est pas. Oui. Mais alors, tu empruntes contre ta ligne de crédit pour réinvestir. Là, tu peux le réclamer. Alors, tu prends cet argent-là puis tu réinvestis dans quelque chose. Alors, soit une autre maison ou dans des second mortgage. Puis de cette façon-là, tu as un autre revenu qui vient puis tu mets ça contre ton hypothèque. Alors, tu repayes ta maison plus vite. C'est légal, tout ça? Oui. Mais c'est une façon accélérée d'arriver. Ça accélère un peu les paiements. Oui. Parce que c'est... Puis on n'est pas les premiers d'écrire sur ce sujet. Il y en a plusieurs qui le font, qui s'y connaissent dans cette pratique-là. Puis cette manœuvre-là est vraiment arrivée à la fin, parce qu'il faut que tu aies pu quand même bâtir une certaine équité pour aller chercher une ligne de crédit sur la valeur de ta maison. Puis ensuite, pouvoir acheter, mettre cette location-là, mettre cette maison-là à location. Et là, tu peux commencer à déclarer et aller chercher un petit peu plus de revenus, aller chercher ça du gouvernement. Donc, vous avez vos maisons qui vous donnent sans doute un revenu. Oui. J'imagine que vous aviez également fait des investissements. Alors vous, est-ce que vous avez... mis de l'argent dans un REER dès un très jeune âge? Est-ce que cet outil-là a fait partie de votre plan? Oui, on a des REER. Dans le moment, on ne se sert pas de nos REER, mais on a fait une décision stratégique quand on a pris notre retraite, c'est qu'on est allé chercher nos fonds de pension, on ne les a pas laissés
en placement. Alors, on a mis cet argent-là dans un fonds avec notre courtier au niveau des hypothèques. C'est un produit différent qui s'appelle le MIC. Tu peux peut-être... Oui, puis Carole a raison, parce qu'on est jeune. C'est pour ça qu'on a pris ces fonds-là. Parce que si on ne voulait pas attendre à 65 ans avant de reprendre, on voulait faire travailler cet argent-là. Fait que nous autres, on a découvert qu'on pouvait le retirer, puis on pouvait le mettre dans un placement comme MIC. Nous autres, c'est un produit Connect. Puis avec ce produit-là, une fois que tu mets ton argent dans cette banque-là, je veux dire, tu peux investir dans des MIC. MIC, c'est Mortgage Investment Corporations. Alors, tu peux te retirer entre 8,5 à 10 facile en faisant cet investissement-là. Puis encore, c'est pour les mortgages. Alors, on devient comme une banque. Vous n'avez pas un écriteau là, à la sortie de votre maison, Banque de Carole et Daniel. Là, vous faites ça par l'entremise de... C'est ça. Nous autres, on fait ça au travail de Mortgage Intelligence. On a un broker qui fait ça pour nous. Et aussi, on utilise des avocats. Puis, une autre chose que j'aime beaucoup à propos de cet investissement-là, c'est qu'il n'y a pas de coût à nous pour faire cet investissement-là. C'est celui qui emprunte qui paye tous ses coûts, les frais d'avocat, les frais de broker. Et, alors, c'est vraiment un bon investissement pour ceux qui veulent faire ce genre d'investissement. Il faut dire qu'on a choisi de travailler dans un domaine qu'on connaissait bien. On a acheté plusieurs maisons au cours de notre vie. On sait comment rénover, on sait comment gérer ça, l'immobilier. On ne s'est pas aventuré. On a fait des placements, puis on a perdu de l'argent avec nos stocks aussi, comme tout le monde. Et alors, on s'est vraiment concentré sur des choses avec lesquelles on était confortable. Ça, c'est notre zone de confort au niveau financier, c'est l'immobilier. Puis on est dans une région où ça fonctionne. C'est peut-être pas une recette qui fonctionnerait dans les maritimes parce que l'immobilier ne prend pas énormément en valeur dans certaines régions. Alors, c'est tous ces éléments-là, disons, qui ont fait qu'on a pu atteindre nos objectifs. Carole, vous, votre passion, c'est le yoga. Comment vous êtes arrivée à faire du yoga? Bien, ça fait peut-être 8 ou 9 ans que je fais du yoga. Mais comme tout le monde, j'en faisais pour me détendre, pour méditer un peu. Mais là, c'est devenu de plus en plus important pour moi. C'est drôle, hein? J'avais plus de temps, j'en faisais plus. Puis j'avais le goût vraiment de le partager aussi. Alors, l'année dernière, c'est tout récent, j'ai décidé de faire la formation pour devenir instructeur. Puis, j'ai fait ça rapidement entre nos déplacements. Alors, encore une fois, c'était très intensif. Et puis là, oui, je peux faire du yoga, mais je peux aussi l'enseigner. Et vous l'enseignez? Vous l'enseignez où? Alors, c'était ma première année d'enseignement. Puis, avec les déplacements, il faut vraiment être flexible. Hein? Façon de parler. Oui. Alors, j'ai enseigné au Costa Rica. J'ai enseigné aux gens qui étaient chez nous, qui louaient des appartements. J'ai enseigné aussi à des voisins. Alors, ça me fait assez de travail ou d'occupation. Je ne voudrais pas en faire plus que ça. 3 ou 4 fois par semaine d'avoir des groupes. Puis chez nous au Costa Rica, ça se fait autour de la piscine. Alors, c'est un bel endroit, c'est calme. Carole et Daniel, vous avez écrit un livre, en fait, sur votre expérience de jeune retraité et d'investisseur. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette étape-là? Bien, on a eu plusieurs amis et de familles qui nous ont demandé, quand on a décidé de faire notre retraite à 45, comment est-ce que vous avez fait? Puis on se faisait demander ça souvent, comme vous pouvez imaginer. Puis une couple de ces gens-là, ils nous ont dit, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Puis au commencement, c'était... On n'y pensait pas vraiment. Mais après, une dizaine au moins qui nous a suggéré de faire ça, on a dit, peut-être c'est une bonne idée, on pourrait faire un partage. Parce que nous autres, on aime ça, on aimerait ça que les autres gens aussi, ils font des expériences comme nous, puis on a décidé d'écrire le livre. Oui, puis le livre, ça parle de notre recette. On n'est pas des experts au niveau des finances, mais on peut certainement raconter comment nous, on y est arrivé. Puis aussi de rendre tout ça accessible. Puis c'était ça un petit peu ce qu'on voulait faire et d'inspirer les gens
qui sont interpellés par autre chose, à l'essayer, à le faire. Ça, c'est le côté inspiration, ça nous parlait aussi. Vous avez un fils. On sait que ça coûte cher, des enfants. Est-ce que le plan aurait été réalisable si vous aviez eu 2 ou 3 enfants? C'est sûr. Tu ajoutes ça dans ton plan? Mais oui, mais nous autres, comme on explique dans le livre un peu, aussi, on donne la responsabilité de nos enfants à prendre la main sur leurs finances aussi. Alors, mais c'est sûr qu'il y a un coût à avoir des enfants, mais tout est possible. Ça fait rien combien d'enfants que... On a rencontré un couple qui avait 3 enfants, puis ils voyageaient. Puis c'était des petits-enfants. Puis on les a demandé qu'est-ce que vous faites aussi comme vie. Puis ils nous ont dit qu'ils sont à la retraite. Puis avec vos petits-enfants, oui. J'ai dit, c'est super. Alors, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Si tu mets un plan en marche, tu peux avoir 4-5 enfants. Je suis convaincue que ça se fait. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup dans le livre aussi de notre relation avec Corey au niveau des finances, parce que Corey... Vous n'avez pas payé ses études. Bien, on intéressant. avait conclu qu'on paierait sa dernière année. On lui a aidé tout le long, mais pas pour payer ses frais d'études et son appartement. Ça lui appartenait à lui. Alors, dès un jeune âge, il savait qu'il voulait aller à l'université. Puis, il a choisi un programme à Waterloo où il y avait un programme coop. Alors, en même temps qu'il étudiait, il étudiait en ingénierie chimique. Et puis, en même temps qu'il étudiait, il travaillait. Alors, il pouvait se ramasser des sous pour continuer à étudier. Mais ça fait partie... Sa réalité à lui, c'était, je dois payer mes études jusqu'à la 4e année. Alors, il s'est organisé en fonction de ça. Quand un jeune paye leurs études eux-mêmes, ils prennent responsabilité pour leurs actions. Alors, est-ce que ça ne fait pas de vous des parents ingrats d'obliger votre fils de payer ses études? Oui, et on a souvent eu des discussions avec d'autres dans nos familles qui ont payé toutes les études. Mais je pense que ça a aidé à Corey d'une certaine façon à trouver son focus à lui aussi. Puis le sérieux qu'il mettait là-dedans et la fierté qu'il a aujourd'hui. Puis sensibiliser aussi à la valeur de l'argent. Oui. Mais nous on croit beaucoup à aider vos enfants peut-être avec leur première hypothèque. C'est d'acheter une maison. Si tu étais pour mettre 30 000 dans leur éducation, mets ces 30 000 dans leur down payment pour la première maison. C'est comme ça qu'on voit de pouvoir aider les jeunes. Des sacrifices. Durant cette période de 10 ans où vous avez réalisé votre plan, vous avez sans doute fait des sacrifices? C'est sûr. On travaillait nos jobs, puis après le travail, c'était encore du travail. Alors, il fallait qu'on gère ces maisons-là, puis nos locataires. Alors, il y avait des sacrifices, c'est sûr, mais ça faisait encore partie du plan, puis sur la to-do list, puis ça se fait. Ça se faisait bien. On ne s'est pas senti vraiment, tu sais, privé ou... parce que le sentiment d'accomplir, c'est très stimulant, tout ça. Puis, on avançait, ça fonctionnait, le plan. Puis, on était vraiment... était motivés. C'est une période intense, mais très heureuse aussi de notre vie. C'était pas une punition parce qu'on avançait avec tout ça. Puis, mais on a travaillé fort. C'est comme pour y arriver. C'était le grand compromis. Est-ce que le travail vous manque parfois, ou certains aspects du travail? Est-ce qu'il y a certains aspects de votre ancienne vie qui vous manquent aujourd'hui? Bien, on travaille encore. On a encore des responsabilités. Ce qui ne nous manque pas, c'est le trajet. Vous savez, à Toronto, de voyager, c'est l'enfer. Alors ça ne nous manque pas. Puis ce matin, on l'a vécu, on s'en venait, puis on disait « Ah oui, c'est pour ça! » Mais non, le travail ne nous manque pas. Les gens... Alors, on a quand même... On a aimé notre travail, mais ça ne nous manque pas parce qu'on se tient occupé puis on vit un rêve. Alors, c'est puis les gens qu'on a rencontrés à travers le travail, il y en a qui sont restés nos amis. Il y en a d'autres qu'éventuellement on perd de vue. Ça, c'est normal. Mais on a plus d'amis qu'avant
Parce qu'avant, on n'avait pas nécessairement le temps de créer, de rencontrer du monde de notre âge. Puis nos amis, c'était les gens au travail, nos voisins. Mais là, notre cercle d'amis a pris beaucoup plus d'importance. Alors ça, c'est intéressant. Donc, les réseaux ont changé un petit peu. Et comment les gens réagissent quand on vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous dites que vous êtes à la retraite? C'est ça. On fait attention, hein, comment on se dit ça, parce que les gens ne comprennent pas. Alors Ouais. souvent, on va dire peut-être semi-retraité, juste pour pouvoir les expliquer qu'on gère quand même des propriétés. Alors, on a une responsabilité là. Mais on les explique que oui, notre temps, c'est à nous, puis c'est nous qui décidons quoi faire avec notre temps, puis c'est super. Puis on les explique que eux peuvent réaliser ça aussi. Puis c'est... Quand on a commencé, moi, je me souviens, mon père, au début, il disait « Tu t'ennuies pas? » Non, parce qu'on attendait ce moment-là pour faire autre chose. Alors, puis c'est comme n'importe qui va aller à la retraite. Ça prend des projets quand tu pars à la retraite, parce que si tu fais rien, tu t'ennuies. Mais on avait tellement de projets qui nous attendaient. Alors, c'est ce qui occupe notre temps maintenant. Et pas de regrets. Non. Non. Non, pas du tout. Carole, Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci.